Merci de m'accueillir parmi vous. J'ai pas souvent le micro en main. La dernière fois, dans une salle aussi impressionnante et même plus, c'était en 2022 au Bank de BPI France, et c'était en septembre 22, donc un mois, 2 mois avant le lancement de ChatGPT en grande trombe, et donc j'avais pas pu, même si le thème s'appelait la métamorphose, je ne peux pas recycler mon speech de l'époque. Mais sans rentrer dans les détails, j'expliquais déjà avec ce thème de la métamorphose que les marchés financiers, finalement, avaient su, au long des innovations technologiques, se transformer en continuant de jouer leur rôle. Et pour vous parler d'IA et de bourse, on peut d'abord constater, il y aura une table ronde tout à l'heure pour le dire plus en détail, c'est que les marchés financiers sont consommateurs friands par nature de ces technologies. Pourquoi ? Parce que nous vivons, nous, sur les marchés cotés, de volume, de vitesse et de données. Et donc forcément, lorsque vous proposez à des acteurs qui sont déjà à la pointe d'augmenter fortement leur performance, évidemment, ils adoptent ces technologies. Et d'une certaine manière, la première partie de mon intervention, c'est vous dire tout simplement que pour nous, l'IA, c'est un gigantesque cas d'usage dans toutes les couches, finalement, de l'intervention sur les marchés. Les premiers consommateurs et les premiers qui se sont lancés là-dedans, ce sont les traders, et notamment ceux qu'on appelle dans notre jargon, nous, les apporteurs de liquidités. C'est un doux nom pour dire high frequency trader. Ils avaient de longue date des algorithmes, et ils les ont, pour partie d'entre eux, et les plus innovants, adopté évidemment les modèles d'intelligence artificielle pour affiner, booster leur système, qui vont à la fois capter toute l'information et puis chercher le meilleur lieu de transaction. C'est important pour nous parce que Euronext, contrairement à notre réputation, nous sommes en concurrence en réalité, à la fois sur le listing des entreprises, mais aussi sur le trading. Donc nos membres, les gens qui sont greffés sur nous, ont déjà adopté l'intelligence artificielle. La deuxième adoption, elle est évidemment dans la gestion de portefeuille. Là, vous pouvez utiliser toute l'information pour affiner vos stratégies et pour capter l'information. Et puis la troisième, elle était déjà présente, mais elle est assez intéressante, c'est pour capter le sentiment du marché. Le sentiment du marché, c'est un terme un peu vague qui désigne une sorte d'opinion générale et qu'il faut capter parce qu'à la fois, elle va vous informer et en même temps, elle va faire le marché. Donc si vous êtes en avance de phase, vous allez pouvoir déterminer, et vous avez vu dans la période récente que, évidemment, ça bouge énormément. Et il y a un certain nombre d'outils qui se sont développés qui vont capter intégralement, par exemple récemment, l'ensemble des conférences analystes que les entreprises cotées doivent faire pour diffuser l'information de la manière égale envers tous leurs investisseurs, le grand public. Et en captant 100% des tonalités, des mots utilisés, on a vu s'inverser la tendance le mois dernier assez fortement. Là, vous allez me dire, c'était pas très compliqué de capter qu'il y avait un changement de tendance, ça se voyait à l'œil nu, mais c'est fait de manière très rapide, très documentée, très complète, et on peut l'affiner dans plein de compartiments du jeu différents. Et puis évidemment, il y a énormément d'optimisation, de la digitalisation, des tâches répétitives ou des tâches complexes. Et chez nous, Euronext, nous avons comme tâche évidemment de recevoir les ordres, et nous avons le devoir que ces transactions se fassent d'une manière qu'on intitule juste et ordonnée. Et donc ça veut dire que nous avons parmi nos tâches non seulement la compétitivité, la rapidité de notre plateforme, sa fiabilité, mais aussi de nous assurer à notre niveau avec notre superviseur, l'autorité des marchés financiers, que les transactions y sont, on dit, faire un orderly, juste et ordonné, et qu'il n'y a pas de comportement de manipulation, de comportement qui serait injuste pour des acteurs moins informés. Ça veut dire qu'on a un devoir de surveillance, et évidemment, l'intelligence artificielle va être très importante pour augmenter cette surveillance, la rendre plus détectrice des anomalies et des comportements frauduleux. Et c'est pas facile, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'il faut chercher dans cette botte de foin des comportements qui peuvent s'expliquer. Et ça nous amène, cette gestion des risques, finalement, qui est augmentée par l'IA, elle nous interroge sur les risques qu'embarque l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas vous les énumérer, parce que je pense qu'il faut qu'à chaque fois qu'on parle de risque, on se souvienne systématiquement que le plus grand risque, c'est de ne pas adopter. Comme en matière d'investissement, le plus grand risque, c'est de ne pas investir. Ça, il faut se le rappeler tous les jours, et en particulier quand vous répondez individuellement à des questionnaires qui vous disent que vous pouvez tout perdre. Vous pouvez aussi perdre beaucoup en n'investissant pas. Donc une fois que j'ai fait mon petit disclaimer là-dessus, il faut quand même analyser quels sont les risques que porte l'IA, et je vais
Je vais pas prendre la longue liste. Si vous y intéressez, il y a un superbe rapport de IOSCO, qui est l'autorité internationale qui regroupe tous les régulateurs boursiers, qui a fait en mars 2025, donc c'est récent, un rapport qui s'appelle justement, je crois, cas d'usage, risques et enjeux de l'intelligence artificielle dans les marchés financiers. Donc c'est eux qu'il aurait fallu inviter sur scène. Et ils ont évidemment une liste assez complète. Ce sont des régulateurs, des risques. Je vais vous en citer deux qui sont importants et que nous, on a bien en tête chez Euronext pour la raison d'être un acteur régulé. Le premier, c'est la problématique de l'intelligibilité des modèles. Évidemment, nous sommes un acteur régulé. Et donc, contrairement à... Alors, tout le monde est régulé d'une manière ou d'une autre, et chacun trouve qu'il est plus régulé que les autres, mais je vous assure que vous devriez tester l'expérience. On est vraiment super régulé. Et donc, on doit à nos superviseurs le fait de comprendre les outils qu'on utilise. Ce qui, dans le domaine de l'intelligence artificielle, est à la fois un test assez important. Je pense qu'on doit tous se poser cette question, parce qu'on sait qu'ils ont des tendances à hallucination qui se perfectionnent, on va dire, mais qui ne neutralisent pas ce risque-là. En même temps, c'est une gageure, parce qu'il faut rentrer dans la boîte noire. Et puis, c'est presque un oxymore, puisque ces modèles sont en partie construits pour ne pas être structurés, pour ne pas être prédéterminés, justement. Et donc, tout cet enjeu de maturation, nous, on doit être mature réglementairement, on doit être à la hauteur du niveau qu'on nous impose, et il faut que la réglementation elle-même soit aussi mature qu'un système qui, par définition, n'est pas mature, puisqu'il évolue constamment. Donc, c'est le défi auquel on est confronté, et on ne veut pas décrocher dans une bulle qui devrait rester un peu en retard, parce qu'il faudrait attendre, etc. Mais c'est pas complètement évident, puisqu'on a ces injonctions un peu paradoxales d'être à la pointe et d'être en maîtrise. Et le deuxième enjeu très important, c'est la question de la dépendance, de l'autonomie stratégique qu'on a en tant que bourse. On est un acteur significatif, on rend un service, y compris à un pays, à un continent, et donc on ne peut pas se permettre d'être complètement dans la main d'acteurs qui peuvent évoluer dans un monde, et on l'a vu récemment, qui va pas tout à fait là où on ne pouvait imaginer. Donc cette question-là, chez Euronext, on l'a traduite par un souci d'autonomie. Alors nous ne développerons pas nos propres modèles d'IA. Ça, c'est irréaliste, évidemment. On n'est pas un très gros acteur. On fait 25% du trading en Europe, mais on n'est qu'à la hauteur du groupe 2500. Vous voyez, on n'est pas une très grande entreprise. En revanche, on a refusé de se mettre dans des partenariats complets qui nous mettraient à distance des solutions. Donc on est autonome sur la solution de trading qu'on développe et qui unifie nos 7 marchés européens sur la même technologie. Et on va contracter évidemment avec des prestataires, mais en étant en maîtrise de cette relation en intégration. C'est challenging, mais c'est important, et on pense que c'est illusoire pour essayer de montrer qu'on est à la pointe, se mettre sous la férule d'un système clé en main qui serait fourni à l'extérieur. En tout cas, ce n'est pas notre destination. L'autre test qu'on fait en interne, c'est d'être extrêmement pragmatique dans la sélection de nos propres cas d'usage, en vérifiant que les salariés sont embarqués, qu'ils comprennent, qui sont en demande, qui vont savoir utiliser, et puis s'assurer qu'on a un retour sur investissement, parce qu'il peut y avoir beaucoup de gâchis aussi dans l'adoption de l'IA, donc le risque de ne pas l'adopter et le risque de décourager parce que ça ne fonctionne pas assez bien ou que ce n'était pas la demande. Voilà pour les risques, et il y en a bien d'autres évidemment. On peut parler de l'IA malveillante, etc. Enfin, tous ces sujets-là, vous les connaissez. Je pense que le meilleur indice de la progression de l'intelligence artificielle, c'est la sophistication des mails de phishing. Donc vous avez pu constater chacun dans vos boîtes que désormais ils ne font plus de fautes de frappe, de fautes de mise en page, et qu'ils sont de plus en plus crédibles. Donc c'est le meilleur indice qu'on reçoit chacun tous les jours dans nos boîtes personnelles, voire professionnelles. Mais la bourse, c'est pas uniquement pour nous-mêmes, c'est ouvert sur le monde, et c'est ouvert sur le secteur de l'IA. Et je vais aller vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais de ce point de vue-là, l'IA a été une thèse d'investissement qui a fortement bousculé les équilibres de valorisation, en créant ce qu'on appelle dans notre jargon des rotations, avec des gagnants et des perdants, des secteurs qui allaient être mis sous forte contrainte, avec des réalisations profondes, des conséquences sur les services clients, etc. Donc, on rebat les cartes, on s'aperçoit que finalement, les mutations existent, elles ne sont pas si rapides. Et puis des gagnants deviennent des perdants parce qu'ils étaient dans la course aux gagnants, mais finalement, ils ne sont pas si gagnants que ça. On a vu les rotations avec DeepSeek, etc. Donc, bon, ça, on ne va pas le commenter parce que j'ai de la chance, on est le marché, on n'est pas sur le marché, donc il y aura des gens beaucoup plus experts pour faire le tri. Et il y a la question auquel je souhaite participer, pour vous, pour nous tous, qui est la question du financement de l'IA. Et là, c'est un sujet complexe.
qu'il faut analyser précisément. Et en essayant d'aller vite, quand il y a une nouvelle thèse d'investissement, en général, tout le monde se précipite et tout est requalifié IA, un peu comme actuellement tout est requalifié défense. Donc ça, c'est des modes de marché. Il faut essayer d'organiser les choses intellectuellement et de voir finalement quelles sont les différentes couches qui sont concernées. Et en discutant avec un expert, finalement, il y en a 4. Il y a la couche hardware, celle des data centers et de leur connectivité, qui est très capital intensive. Et c'est un thème sur lequel, en France, on a des atouts, parce qu'on a de l'énergie décarbonée, du nucléaire. Il y a d'ailleurs maintenant des directeurs nucléaires chez tous les GAFAM, c'est assez fascinant. Vous pouvez postuler au poste de directeur nucléaire de Microsoft ou de Google si vous êtes qualifié. Et voilà, on a des atouts, mais peut-être qu'on n'est pas forcément destiné à être le back-office, d'être le grenier à électricité de l'IA. Ou alors, si on le fait, il faut qu'on en tire les dividendes. Il faut qu'on en fasse un levier. Il faut que ce soit rémunérateur et pas coûteux pour nous. Deuxième couche, c'est la couche des modèles. Et alors là, c'est également un enjeu capitalistique extrêmement important. Beaucoup de consommation de capital parce que le capital humain concerné est rare et coûteux. Et parce qu'évidemment, il faut entraîner les modèles. Et là, on consomme de l'électricité, on consomme de la donnée, enfin, on consomme énormément de capital. C'est évident. Et les enjeux de financement sont absolument massifs. Et on sait qu'à la fin, il n'y aura pas 36 modèles. Il y aura 4-5 modèles probablement qui vont émerger, peut-être. Et puis, des gens qui vont se spécialiser à l'intérieur de grandes familles. Donc, il y a un enjeu capitalistique en vue d'une concentration. Et ça va très, très vite. On connaît évidemment le cas de Mistral, qui est notre compétiteur dans ce domestique et européen dans ce domaine, mais qui, au deuxième tour, a déjà une très nette majorité de financement américain. La troisième couche, c'est celle de l'outillage, les API, les connexions, enfin toute la couche intermédiaire, si j'ose dire. Celle-ci, elle est plus classique. Et la quatrième couche, c'est celle des applications. Et là, en fait, on est face à un sujet qui est également classique en termes de financement, mais qui est celle d'une nouvelle génération. On a eu les SaaS, on a eu les couches logicielles, on a une nouvelle génération de logiciels et vous êtes très largement des participants de cette révolution-là. Et ce n'est pas parce que c'est plus classique en termes de financement que ce n'est pas un challenge, un enjeu pour l'Europe qui a eu du mal à participer pleinement à la précédente génération. Alors, de deux solutions, soit on est pessimiste et on dit on a eu du mal sur la précédente, donc on est encore moins bien parti pour la nouvelle, ou alors on se renforce là-dessus. Et donc, au niveau d'un acteur comme la bourse, on peut, mais on n'est pas forcément les mieux placés pour être dans la phase d'amorçage. Et si le thème d'amorçage pour les couches 2 que j'ai décrites est le bon terme vu la taille des capitaux intéressés, mais et si on n'est pas là au niveau de l'amorçage, on a vraiment besoin d'être présent et puissant pour être finalement la destination de ces entreprises qui vont se créer, qui sont en train d'entraîner les modèles ou qui font les couches applicatives et qui ont besoin de prévoir à plus ou moins long terme leur sortie de la phase d'amorçage pour renouveler leurs capitaux en restant indépendants, en se développant. Et la bourse a un rôle à jouer. Et là, je reviens finalement à une tension qu'on a. On a vu tout à l'heure que l'IA était un domaine qui était très rapidement adopté par les acteurs les plus sophistiqués, et avec un risque que des acteurs moins sophistiqués soient dans une bulle isolée et deviennent finalement plus des victimes que des acteurs. Il y a aussi un autre risque qu'on ne peut pas se permettre, c'est qu'un monde se sophistique et nous qui avons besoin de faire des réformes structurelles de la mobilisation de l'épargne et de la construction des marchés financiers qui est nécessaire pour apporter cette couche finalement transverse de financement ne se fasse pas. Alors là, on ne parle pas d'automatiser et de mettre de l'intelligence artificielle dans cette structure-là. Il faut revenir à des sujets politiques. Voilà, des sujets politiques qui sont assez peu automatisables, qui nécessitent d'aligner des préférences. Et je fais ce plaidoyer, se réformer pour bien embarquer l'épargne, la nôtre. Toute l'épargne, à la fin, c'est l'épargne de chaque personne telle qu'elle est canalisée. S'assurer que les incitations sont les bonnes et qu'elles vont arriver au bon endroit. Et ça se fait par des leviers d'incitation qui ne sont généralement pas des fléchages très précis, mais un environnement performant. Et pour ça, on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail au niveau européen, avec la construction de marchés européens, on appelle ça l'union de l'épargne et des investissements, des marchés qui font de l'Europe un marché domestique de l'épargne à la taille de l'Europe, parce que sinon on ne sera pas suffisamment attractif. Et puis, dans chaque pays, et peut-être même dans chaque ménage, dans chaque famille,
des réformes pour sortir d'une logique qui est restée assez arriérée, si on compare, avec des outils qui sont beaucoup les outils d'hier. Et dans ces outils, la bourse veut être les outils d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et donc nous espérons bien vous voir arriver nombreux sur nos marchés. Je vous remercie.